Bonjour, aujourd'hui on va regarder les isomorphismes exceptionnels. C'est encore quelque chose qui fait l'objet de développement à l'agrégation externe de mathématiques et qui est en plus qui s'inscrit dans l'histoire des groupes, dans l'histoire de la classification des groupes finis et qui est aussi passionnant en soi. On va expliquer assez rapidement, on va comparer en quelque sorte bon, ça c'est une approche, hein. Sn, le groupe Sn des permutations, et Gl de E. Oui, quand le cardinal de E est égal à n, finalement, on remarque que le groupe linéaire de E permute n éléments quand le cardinal de E égale n. C'est pas tout à fait ça qu'on va faire, parce que ça, cette chose-là n'est pas intéressante. À partir du moment, regardez, donc j'ai dit qu'il avait n éléments, donc c'est un espace vectoriel fini, donc c'est sur un corps fini. Prenons des tout petits cardinaux, où on peut comprendre un petit peu ce qui se passe et bien voir ce qui se passe. Par exemple, f3 au carré. Donc vous avez le plan sur f3. Et la question, c'est que vous avez Gl2 de f3 qui va agir sur ces points. Comment il agit? Est-ce que n'importe quelle permutation peut être réalisée par un élément linéaire? Donc, en gros, quand on se donne la contrainte linéaire, que devient la contrainte au niveau des permutations que l'on fait des points? C'est pas forcément un problème très intéressant dit comme ça, parce que si j'ai un point ici qui est transformé par un élément du groupe linéaire, je sais que tout point collinéaire va être transformé en conséquence. Donc, bon, pour l'instant, le problème n'est pas très intéressant quand même, parce qu'on sait qu'on va vraiment pas pouvoir faire ce qu'on veut. En revanche, si on regarde le problème sur les droites, c'est-à-dire comment Gl de E va permuter les droites, ou inversement, on part d'une permutation des droites vectorielles, je parle des droites vectorielles, et est-ce que je vais pouvoir réaliser cette permutation de droite vectorielle par un élément de Gl de E? Ça, c'est un problème intéressant et qui va trouver des intérêts au-delà de la géométrie finie. Alors, regardons ce qui se passe. Par exemple, ici, j'ai le plan sur F2. Vous voyez, il y a 4 points. Bah oui, F2 au carré. Eh bien, j'ai donc 3 droites vectorielles ici. D'accord ? 1, 0, celle qui est engendrée par un 0, celle qui est engendrée par un 1 et celle qui est engendrée par 0, 1. Vous avez ces 3 droites vectorielles. Est-ce que, est-ce que n'importe quelle permutation, par exemple une transposition de ces deux droites, est-ce que ça va être réalisé par un élément de Gl2 de F2? Bon, alors maintenant on va regarder le plan F3 carré, comme il était ici, mais on ne va pas regarder les points, on va regarder les droites vectorielles. Donc ici, j'ai 4 droites vectorielles. Vous allez me dire, j'en vois une là. Bah oui, mais moi je vois que celle-là, c'est aussi celle-là. Parce que ce point-là, il va se retrouver ici. Et en fait, ces deux droites sont les mêmes. Et en fait, il y a bien 4 droites vectorielles. Parce que je vais regarder juste des représentants de ces droites. Il y a le représentant, c'est toujours pareil. On a toujours, si la droite n'est pas la droite verticale en quelque sorte, on a toujours un représentant qui a pour, et unique, qui a pour abscisse 1. Donc c'est celui-ci qui va m'intéresser. Donc j'ai 1, 0, 1, 1, 1, 2, et après j'ai plus rien dans F3. J'ai épuisé, donc j'ai plus que la droite verticale. Donc ça me fait bien 4 droites. Et celle-ci, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est bien une droite, puisque par 2 points passe une droite, et là c'est une droite vectorielle, mais ici, celle-là, je dis que c'est celle-là. Voilà. Alors, avant de commencer un peu, on va faire un peu de comptabilité, du dénombrement, on va dire. Combien il y a de vecteurs dans FQ2? Évidemment, Q au carré. Là, il y en a 4, là, il y en a 9. Maintenant, combien il y a de droites? On a vu, en fait, il y en a Q, ici, plus 1, parce qu'on rajoute la droite verticale. Bon, oui, alors on peut aussi le voir comme ça. Le nombre de droites, on va compter le nombre de vecteurs directeurs possibles. C'est Q2 moins 1, puisqu'il ne faut pas prendre le vecteur nul. Et on va diviser
par le nombre de vecteurs directeurs d'une droite fixée. Et une droite fixée possède Q-1, elle possède Q vecteurs, et le vecteur nul qu'il faut enlever au Q-1 vecteur possible. Donc il faut diviser Q2 moins 1 sur Q moins 1, et ça fait Q plus 1, on retrouve le Q plus 1. Donc bref, il y a Q plus une droite. Le cardinal de GL2 de FQ, qui est l'objet qui va agir sur les droites, et vectoriel, attention, c'est le cardinal, c'est Q2 moins 1, ça on le sait, on l'a vu plusieurs fois, facteur de Q2 moins Q. On choisit comme premier, en fait, d'abord, on dit que le cardinal du groupe, c'est égal au cardinal du nombre de bases, si on voit le groupe comme un ensemble de matrices de passage. Et ici, une base, eh ben, on choisit un premier élément, un vecteur libre, donc non nul, donc il y en a Q2 moins 1, et ensuite un vecteur qui est indépendant du premier, donc il ne faut pas le choisir sur la droite, engendré par le premier, ce qui fait Q2 moins Q. Donc maintenant, on a que GL2 de FQ, il agit sur les droites vectorielles, hein, un élément petit g de GL2 de FQ, il va envoyer une droite sur G de D, qui est bien une droite, et ça correspond bien à une action de groupe. Voilà. Et donc phi, on récupère, si vous voulez, le morphisme phi de groupe GL2 de FQ vers S de Q plus 1, parce qu'il y a Q plus 1 droite. Ce qui veut dire, c'est exactement ce qu'on disait au départ, comment GL2 permute les droites. Est-ce que j'ai le droit de faire n'importe quoi et ce sera réalisé par le linéaire? Est-ce que la contrainte linéaire va m'obliger à choisir certaines permutations admissibles, on va dire, et pas d'autres? Oui, évidemment, vous voyez bien que ici, on est en train de comparer un truc qui est de l'ordre de Q2-1, facteur de Q2 moins Q, donc qui est en Q4, à ici, où on est de l'ordre de Q plus 1 factoriel. Donc, vous voyez un petit peu, hein, c'est lui qui va gagner. On arrive à mesurer la contrainte, en quelque sorte. Alors là, la première chose qu'on va faire en regardant, pour analyser ce morphisme, il faut bien voir qu'on s'intéresse à son image, hein, c'est ça. Ce qui nous intéresse, ça va être de regarder le noyau. Alors le noyau, c'est quelque chose de bien connu, qui porte parfois le nom de lemme de Schur. Le noyau, c'est l'ensemble des automorphismes de FQ2 qui stabilisent toutes les droites. Voilà. Donc U de D est égal à D, quel que soit D, pour toutes les droites vectorielles. Bon. Alors, on sait, lemme de Schur nous dit que ce sont les homothéties. Alors évidemment, les homothéties vérifient ceci, hein, les homothéties qui sont des automorphismes, donc homothétie de rapport non nul, ça vérifie ceci, mais réciproquement, c'est pas difficile de voir que si on est dans Kerphi, si on stabilise toutes les droites, alors on est une homothétie. Bon, c'est une preuve assez connue, bon, je la refais rapidement. Le fait de stabiliser toutes les droites, ça ne veut pas dire qu'on stabilise tout x pour l'instant. Ça veut dire qu'on a un lambda x pour tout x non nul, tel que u de x est égal à lambda x fois x, puisque la droite engendrée par x est stabilisée par u. Bon. Alors maintenant, le fait que ce soit vrai pour tout x va faire qu'on va prendre deux vecteurs indépendants, et que si on prend deux vecteurs indépendants, u de x et y, u de x plus y, ça va être d'une part égal à lambda indice x plus y fois x plus y, d'accord? Et ça va par linéarité être égal à u de x plus u de y. Donc lambda x plus lambda y, y. Et comme x et y sont indépendants, lambda x va être égal à lambda x plus y qui va être égal à lambda y. Donc on voit bien que lambda ne dépend pas de x. Et c'est exactement ce qu'on veut. On aura u de x égale lambda x. Voilà une preuve rapide. Bon, elle n'est pas tout à fait... Elle oublie des cas. Mais bon, en gros, on est convaincu par ça. Et toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver dans le chapitre 8 de H2G2, donc de nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, et aussi dans le chapitre 3 de carnet de voyage en algèbre. Alors maintenant, on va pouvoir passer au quotient,
puisqu'on a le noyau, et on va avoir une injection. Donc ça va nous donner une bonne idée, au moins, déjà dans un premier temps, du cardinal, de l'ordre, de l'image. Alors, regardez, on va avoir phi bar, c'est GL2 de FQ, qui passe au quotient du noyau. Donc ça va être le noyau, donc c'est un sous-groupe distingué. J'ai un groupe quotient, et le groupe quotient, c'est ce qu'on appelle le groupe projectif, PGL2, ici, de FQ. On en rajoute un P pour exprimer qu'on a fait un passage au quotient. Alors ici, on va avoir une injection. Donc maintenant, ça y est, l'image, je commence à avoir non seulement le cardinal, mais à avoir le groupe. Hein, c'est ce groupe-là. Alors ça devient important et on va partir de cette base. Alors par exemple, regardez ce qui va se passer. Et en petits cardinaux, c'est vraiment très très simple. Donc le cardinal ici, pour Q égale 2, c'est 2 au carré moins 1, facteur de 2 au carré moins 2, sur 2 moins 1. Alors pourquoi? D'accord, donc 2 au carré moins 1, facteur de 2 au carré moins 2, c'est ça, parce que c'est GL, et on divise par Q moins 1 en cardinal. Hein. Ici, d'après Lagrange, le cardinal du quotient, c'est le quotient des cardinaux. Donc ici, quand on calcule, ça fait 3 fois 2 sur 1, ça fait 6. Et là, on a Q plus 1, c'est 3, donc ici c'est factoriel 3, et bien on a égalité des cardinaux entre ça et ça. En gros, ça veut dire que l'image, c'est égal maintenant, puisqu'on a une injection. Et donc ça veut dire que ici, on peut faire n'importe quelle permutation, il y aura un élément de GL2E qui va assurer la permutation des droites qu'on a imposées. Voilà. Donc c'est un peu c'est groupe et géométrie. Hein, vraiment, on est dans le thème groupe et géométrie. Maintenant, on va regarder le cas Q égale 3. Eh bien, vous voyez que on a 3 au carré moins 1, facteur de 3 au carré moins 3, ça c'est le cardinal de ça. Je vais diviser par ce cardinal 3 moins 1, puisque j'ai enlevé 0, et c'est égal à combien? Là, ça fait 8 fois 6 sur 2, ça fait 24, et c'est aussi factoriel 4, puisque là, comme Q égale 3, on a S4 qui est de cardinal factoriel 4. Donc ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ici aussi, je peux prendre n'importe quelle transposition, par exemple, et je vais avoir un élément de GL2E qui va permuter exactement selon la transposition ou selon le 3 cycles. Je peux prendre un 3 cycles et je sais que j'ai un élément de GL2E qui va assurer ça. Voilà, alors maintenant on va faire la liste des isomorphismes qu'on va obtenir, parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de regarder Q égale 4, Q égale 5, Q égale 6, malheureusement, on sera obligé de s'arrêter, parce que ça n'existe pas. Mais ce type de problème est déjà à la source des groupes, c'est-à-dire dans la lettre testamentaire d'Évariste Galois, qui parle de ces problèmes-là et qui pose des questions la veille, en quelque sorte, de son duel, va poser des questions à la postérité, à des gens comme Gauss et Jacobi, pour savoir si ces choses-là sont vraiment des choses importantes. En tout cas, lui, ça lui paraît complètement passionnant. Et il s'y est pas trompé, parce que d'abord, il a fait de bonnes conjectures, et ensuite, les gens au XXe siècle se sont passionnés de ces isomorphismes exceptionnels, en quelque sorte, qu'on va voir ici, au moment de la grande épopée de la classification des groupes simples finis. Donc maintenant, on va regarder un tableau rapide. Ici, je mets le cardinal du corps, Q. Ici, je mets le cardinal de PGL2 de FQ. Donc, je rappelle que PGL2 de FQ s'injecte dans SQ plus 1. Là, je rappelle qui est le groupe SQ plus 1. Et ensuite, j'en déduis une caractérisation de im de phi dans le groupe SQ plus 1.
Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Pour Q égale 2, le cardinal c'est 6, ici on a S3, et donc on a un sous-groupe d'ordre 6 dans S3, donc c'est S3, forcément. Voilà, c'est simple. Pareil pour 3, on a trouvé 24, S4, et in de phi, c'est S4, ce qui veut dire qu'on peut permuter exactement comme on veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Q égale 4? Q égale 4, c'est possible, hein, F4 est un corps qui existe. Et bien dans ce cas-là, on va calculer le cardinal de PGL de FQ, ça fait 4 au carré moins 1, facteur de 4 au carré moins 4 sur 4 moins 1, et voilà quoi, on va trouver 15 sur 3, ça fait 5, 5 fois 12, ça fait 60. Donc on a un sous-groupe d'ordre 60 dans S5. Eh bien, on sait que si G est d'indice 2 dans Sn, c'est un sous-groupe d'indice 2 dans Sn, alors G est forcément isomorphe à An. Donc ce qui veut dire que ici, le im de phi sera A5. Ce qui veut dire que pour F4, quand on va vouloir permuter, on ne peut pas faire n'importe quelle permutation. Hein, les transpositions, par exemple, sont interdites. Et toutes les permutations, en général, de signature impaire, on ne va pas pouvoir se permettre ça. En revanche, dès que la signature est paire, alors on va avoir un élément de GL de E, unique modulo homothétie, qui va nous assurer cette permutation. Alors maintenant, pour Q égale 5, on va regarder le cardinal ici, ça fait 5 au carré moins 1, facteur de 5 au carré moins 5 sur 4, ça fait 6 fois 20, ça fait 120. Donc ici, on a 120, mais dans un groupe de cardinal factoriel 6. Factoriel 6, ça fait 720, ça veut dire que lui, il est d'indice 6 dans S6. Eh bien, il y a un théorème qui nous affirme que ce groupe est isomorphe à S5. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, mais déjà, pour l'instant, pourquoi c'est isomorphe à S5? Eh bien, pour la raison suivante, on a un théorème qui dit que si G est d'indice n dans Sn, alors G est isomorphe à Sn-1, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Im de phi est isomorphe à PGL de FQ, par le théorème d'isomorphisme canonique, et donc il est d'ordre 120 dans S6, donc l'indice 6 dans S6, et donc ça va bien être un sous-groupe isomorphe à S5. Bon, alors essayons de dire des choses sur ces théorèmes. D'abord, le premier théorème, il est facile, hein, ça tout le monde doit savoir le faire. Si G est d'indice 2 dans Sn, il est distingué, ça on le sait. Donc on a une surjection canonique de Sn dans Sn quotientée par G. C'est une surjection, c'est un morphisme de groupe, hein, ça c'est un groupe. Et comme il est d'indice 2, ce groupe c'est un groupe d'ordre 2, et donc c'est forcément isomorphe à 1 moins 1. Donc pi, moralement, c'est un morphisme de groupe qui va de Sn dans 1 moins 1, et qui plus est surjectif. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la surjection canonique. Donc on sait que c'est unique, on sait qu'il existe un unique morphisme comme ça, c'est epsilon, la signature. Voilà. Donc ce qui veut dire que G, qui est le noyau de pi, par définition, devient le noyau d'epsilon, mais le noyau d'epsilon c'est An, donc G c'est... Bon, alors là j'ai dit isomorphe à An, je devrais dire égal à N, il y a unicité, quoi. Il n'y a qu'un seul sous-groupe, c'est pas à isomorphisme près. Là c'est à isomorphisme près, mais là il n'y a qu'un seul sous-groupe comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre théorème, un peu plus délicat, si on fait le développement, il faut savoir le faire, c'est sur celui-ci qu'il faut insister. Si G est d'indice n dans Sn, alors G est isomorphe à Sn-1. Alors on va le faire pour n supérieur à ou égal à 5, parce que c'est plus pratique, et ici on n'en a besoin que pour n égale 6. Donc autant le faire pour n supérieur à 5, parce qu'on sait que dans ce cas-là, Sn est presque simple. En fait, il contient un énorme sous-groupe qui est AN, qui lui est simple. Donc ça va être difficile d'avoir des sous-groupes distingués là-dedans. Alors allons-y pour la preuve. Sn, on part de l'action de Sn sur l'ensemble des classes Sn modulo G. Attention, cette fois-ci, G n'est plus distingué comme ici, c'est juste un sous-groupe. Donc ça, c'est juste un ensemble muni
d'une action, hein, du grand groupe, la Sn. Alors comment ça agit? C'est simple, hein. On a des classes ici, à gauche, on a tau G, voilà une classe, et sigma, il agit sur tau G par sigma tau G. Bon, il est évident que cette action est transitive. Alors on peut se demander, pourquoi je suis en train de faire ça? Mais regardez la logique. Hein. La logique, c'est que mon seul indice dans cette histoire, et c'est le cas de le dire, c'est l'indice, c'est que G est d'indice n hein, dans Sn. Donc comment exprimer l'indice n sinon par un ensemble? Comment réaliser cet indice qui est juste un nombre? Le pauvre, c'est juste un nombre, il fait ce qu'il peut. Hein. Mais par contre, il peut être réalisé par un ensemble. Et cet ensemble naturel, c'est l'ensemble des classes. C'est Sn sur G qui, lui, est de cardinal n. Et qu'est-ce qu'on a comme indice sur cet ensemble? Ce n'est qu'un ensemble. Pour l'instant, il a quoi comme atout? C'est pas un groupe. On n'est pas dans cette situation où là, on avait des morphismes de groupe et tout. Ici, c'est juste un ensemble, mais attention, muni d'une action de groupe. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, le max de la structure qu'on peut lui trouver, c'est cette action. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est logique que cet énoncé implique ce point de départ de la preuve. Bon, Sn donc agit là-dessus, l'action est transitive, et l'action, elle est fidèle. Alors, c'est-à-dire que le noyau de l'action, c'est juste le sous-groupe trivial. Pourquoi? Parce que, étant donné que n est supérieur ou égal à 5, les noyaux possibles, c'est des sous-groupes distingués de Sn, mais il n'y en a pas pléthore. Il y a E, dans ce cas-là c'est bien fidèle, il y a AN ou Sn. Si c'est Sn, le noyau c'est Sn, ça veut dire que l'action, elle est triviale. Hein, elle fixe tout. Et oui, dans ce cas-là, c'est pas possible que ce soit transitif. Bon. Maintenant, si c'est AN, ça fixe pas tout, mais presque. C'est-à-dire que l'action, ça va agir par involution. D'accord? Quand on va passer au quotient du noyau, ça va faire Sn sur AN, quotienté par AN, et donc c'est le groupe 1-1. Donc finalement, c'est le groupe 1-1 qui agit, hein, donc il agit par involution. Donc ça veut dire que les orbites sont de cardinal 1 ou 2. Bon, c'est pas possible, parce que là il n'y a qu'une seule orbite qui est de cardinal n. Donc ici, ça ne peut être que E par élimination. Voilà. Donc on a une action fidèle. Ce qui veut dire, regardez, que Sn s'injecte dans les permutations de cet ensemble-là, qui est d'ordre n. D'ailleurs, ça fait un isomorphisme entre Sn et Sn. C'est assez amusant, hein, au passage. Mais on ne va pas s'intéresser à cet isomorphisme, on va regarder juste G, parce que c'est G qui nous intéresse, c'est lui. Eh bien, G va aussi, puisqu'il est dans Sn, il va s'injecter là-dedans. Alors, regardons cette injection dans Sn. Eh bien, on remarque que dans l'action, ici, il y a une classe, il y a la classe de E. Si vous prenez E bar, donc c'est EG, ça fait G. Et donc, quand on prend sigma dans G, l'action de G sur E bar, là, ça va faire sigma G, mais comme sigma est dans G, ça fait G. Ce qui veut dire, moralité, que G stabilise E bar. Il le fixe. Donc, ça veut dire que G s'envoie dans Sn, bien sûr, mais dans le stabilisateur d'un élément. D'accord? Il y a un élément là-dedans qui stabilise. Et le stabilisateur d'un élément, c'est le sous-groupe de Sn qui stabilise un élément. Tout le monde se convaincra que c'est isomorphe à Sn-1. Donc G s'injecte dans le stabilisateur via cette action qui est fidèle, et ce stabilisateur est isomorphe à Sn-1. Ok, comme il est isomorphe à Sn-1, ça veut dire qu'on a un morphisme injectif de G dans Sn-1. Mais comme G est de cardinal, par hypothèse, factoriel n divisé par n, donc factoriel n-1, on a égalité des cardinaux, et donc c'est un isomorphisme. Voilà, donc on a rempli le tableau, il ne reste plus qu'à faire quand même un petit épilogue. Alors d'abord, dans la lettre testamentaire de Galois, Galois dit qu'il arrive à faire baisser le degré de son équation. En fait, ça correspond à des équations, et ceci correspond à faire baisser le degré. Et
il dit qu'il a démontré, il n'a pas le temps de le faire, que c'est encore faisable pour P égale 7 et P égale 11. Voilà. Ensuite, donc ça c'est gallois. Ensuite, il y a des gens comme Dieudonné au XXe siècle, comme Serre, Jean-Pierre Serre, qui ont écrit des petits articles qui reprennent tout ceci. Mais eux, ils n'ont pas le même intérêt tout à fait que gallois, quoique. L'intérêt est ici au XXe siècle dans les isomorphismes exceptionnels, parce qu'on a fait la classification des groupes simples, et dans la classification des groupes simples, on a des colonnes, comme les groupes qui proviennent de la combinatoire, comme en tout cas c'est le groupe AN, n différent de 4, les groupes qui proviennent les groupes simples finis, hein. J'ai pas dit fini, j'aurais dû le dire. Les groupes simples qui viennent du linéaire, donc P. Alors, GL n'est pas simple, il y a un noyau. PGL n'est pas encore simple, mais en général, mais PSL de E est simple, presque toujours. Il y a deux exceptions. Et on a un groupe simple ici. Et on peut se demander, alors dans la classification des groupes simples, il y a d'autres colonnes. Hein, il y a une colonne qui correspond aux groupes orthogonaux, aux groupes symplectiques. Et puis après, il y a des colonnes style exceptionnel. Et on verra un jour si ça se réalise dans une certaine géométrie. Et il y en a beaucoup qui se réalisent, comme le monstre, qui se réalisent dans des géométries qu'on arrive à peu près à comprendre. Bien. Maintenant, là on dit isomorphisme exceptionnel, on dit parfois isomorphie exceptionnelle, c'est qu'il y a des colonnes où on va trouver les mêmes groupes, des groupes qui sont exceptionnellement isomorphes alors qu'ils ne devraient pas l'être dans la série. Donc la colonne A3, A5, A6, A7, A8, etc., on va la retrouver dans la colonne, on va dire, combinatoire, mais exceptionnellement, A5 va se retrouver aussi dans la colonne du linéaire, des PSLN de FQ. Voilà. Donc ça a été un intérêt, une fois faite cette classification, voir s'il n'y avait pas des doublons dans la classification des groupes simples. Fini. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, encore une chose. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a ici S5. Mais regardez, PGL2 de FQ, il agit transitivement. Donc on a 6 droites. Hein, on est sur F5 et puis on va avoir 6 droites. Hein, comme ça, tac, 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 tac. Et il est hors de question que GL2 de FQ stabilise une droite. Non, il peut il agit transitivement sur les droites. Ce qui veut dire qu'on a un sous-groupe du groupe des permutations S6, qui agit là sur les 6 droites, hein, c'est S6, mais bon, on peut imaginer que c'est 6 droites, les 6 éléments, et on a un sous-groupe de S6, j'ai nommé in de phi, donc l'action finalement de GL2 de FQ sur les 6 droites, qui agit transitivement sur les 6 éléments et qui est isomorphe à S5. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, parce que S5, quand j'imagine un S5 dans S6, j'imagine le stabilisateur d'un élément. Mais là, il se trouve que exceptionnellement, on a un deuxième niveau d'exceptionnalité, c'est que l'action de GL2, le sous-groupe ici, arrive à être isomorphe à S5 sans être le stabilisateur d'un élément, puisqu'il agit transitivement sur les 6 droites. Donc ça, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. 6 est un nombre à noter dans les nombres de la métaphysique, puisque dans l'univers, c'est le seul nombre, n, tel que Sn, possède ce qu'on appelle un automorphisme extérieur. C'est-à-dire un automorphisme qui n'est pas intérieur, qui n'est pas de la forme sigma donne tau, sigma, tau moins 1. Ce qui fait qu'en fait, on peut trouver par permutation des sous-groupes comme ceci qui sont totalement exotiques, mais c'est uniquement dans S6. Si vous avez
un sous-groupe d'indices n dans Sn, alors vous aurez toujours G isomorphe à Sn-1, et si n est différent de 6, ce sera toujours un sous-groupe qui sera le fixateur, le stabilisateur d'un élément. Ça me sert à rien. Sauf si je dois compter jusqu'à 5. Bref, s'il y a des extraterrestres, ils savent comme nous l'importance du nombre 6, et on ne sait jamais, ça peut servir. 6